Je suis né à Beyrouth, au Liban, en 1939, et j'ai passé mes 20 premières années là-bas où j'ai été à l'école, au lycée, j'ai fait mon bac et j'ai fait ce qu'on appelle à l'époque la propédeutique, c'est-à-dire la première année d'entrée à l'université. C'est ce qu'on faisait à l'époque avant de venir à Paris, en 1960, je crois. Et donc, j'ai grandi. Tu as été à l'Alliance. Attends, attends. Donc, je suis né dans une famille juive émigrée d'Alep, qui se sont installés dans les années 30 au Liban. Mon père était bijoutier, commerçant. Et donc, j'ai eu une éducation en arabe et en français. À 10 ans, alors je faisais partie de cette petite communauté juive du Liban. Comme je ne sais pas si vous savez, au Liban, il y avait 18 minorités qui étaient recensées. Et celle-là était une des minorités. Donc, et j'ai fait mes études là, et puis à 10 ans, une crise d'asthme m'a envoyé à la montagne où j'ai passé 2 ans. Et là, j'ai eu une expérience absolument inouïe parce que c'était pratiquement dans un milieu, pas rural, mais pratiquement rural. Et c'est là que j'ai fait une première expérience qui m'a marqué. Dans l'école de jésuites où on m'avait mis parce que je voulais quand même continuer mes études, et on sentait que je n'étais pas très bon dans la grammaire arabe. Et donc on a demandé à un prof de l'école de me donner des cours sur la grammaire arabe. Et là j'ai été absolument génial, puisqu'il m'a raconté la grammaire arabe comme un conte des mille et une nuits. C'est-à-dire qu'il me disait, je donne rapidement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il disait, vous sortez du désert, vous ne connaissez rien, et là vous arrivez devant un palais. Et là, le je, le tu, le il, les verbes, les adjectifs, tout ça était personnifié. Et je suivais ça, j'étais absolument fasciné par ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est-à-dire d'apprendre par les contes. Voilà. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'était quand je suis revenu après, on allait passer l'été dans la montagne, il y avait toujours des genres de personnages qui venaient avec des boîtes, je dirais la boîte magique, où il y avait des trous, et donc on mettait nos têtes, et ils avaient des images d'Épinal, et ils racontaient des épisodes de l'histoire. On disait par exemple, un des épisodes, c'est le fou de Layla, le voyage de Sinbad. Et ils nous racontaient ça avec les défilés d'images, et nous on était fascinés. Donc l'idée d'être fasciné par les gens qui savent raconter, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je suis dans une famille de 8 enfants, 5 sœurs et 2 frères. 3 de mes sœurs se sont mariées avec des cousins parallèles, c'est-à-dire des cousins, le fils de l'oncle paternel de premier ou de deuxième degré. Donc j'ai été tout à fait concerné par le mariage arabe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas je connais le sujet puisque ça concerne ma famille. Ça, c'était la deuxième chose. Ça m'a toujours passionné de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire ? 2 de mes sœurs ne sont pas mariées avec des cousins, et donc avec des gens qui n'ont rien à voir avec la famille. Donc c'était ce jeu-là. Ça, c'est la deuxième chose qui m'a beaucoup marqué dans moi. Et donc, cette idée de ce que c'est que le mariage dans cette famille, de ce que c'est que le mariage, qu'est-ce que c'est que les conteurs, ça aussi, ça m'a beaucoup. Alors, la troisième chose qui a été tout à fait importante, ça pas tout à fait, c'est des épisodes qui indiquent bien ce que c'est que le Liban. En 1958, il y a eu une guerre civile au Liban. Cette guerre civile a duré quelques mois, mais c'était vraiment pas...
Et donc, dans cette guerre civile, le 14 juillet 1958, il y a eu un coup d'État en Irak qui était allié avec le Liban contre Nasser qui, lui, était allié avec la Syrie. Et donc, le coup d'État a fragilisé la situation libanaise parce qu'ils se disaient qu'ils étaient sous l'emprise de Nasser. Donc, à ce moment-là, les Américains, ils ont demandé l'aide aux Américains. Et Eisenhower a dit, d'accord, je vous envoie les marines. Le 15 juillet, on apprend que les marines arrivent, les soldats américains. Donc, tout le monde se dit, où est-ce qu'ils vont débarquer? Moi aussi. On part en voiture, parce qu'on a vu, les rumeurs nous disaient que c'était la plage juste à côté de Beyrouth, et on est tous arrivés. Il y avait une masse de gens qui sont venus regarder un débarquement américain. Parce que pour les Libanais, c'était quand même curieux, parce qu'un débarquement, ça peut être quand même... Mais non, ça ne nous a pas... À aucun moment, ça nous a arrêtés. Donc on est venu, moi j'étais là, et on a vu, il y avait une zone de délimitation, et les Américains débarquaient, ils disaient, comme on l'a vu dans le débarquement en Normandie, mais je veux dire, ils descendaient des pays, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, les Libanais, ce sont, voilà, pour eux, le spectacle, c'est-à-dire qu'un Libanais pense que les choses de ce genre comme spectacle. Ils ont toujours pensé quelque chose comme un spectacle, une façon je sais pas, c'est une sorte de cinéma qui on pensait. Et ça m'a rappelé encore autre chose. Hein. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul. Je l'ai trouvé en lisant 2 livres. Un livre qui s'appelle Lettres posthumes de Dominique Eddé, c'est une sorte de souvenir, soi-disant, où elle raconte des tas de choses. Et une des choses qu'elle a racontées en premier, qui m'a beaucoup fasciné, c'est-à-dire, elle dit que quand une mère parle de son fils, elle dit « il est beau comme le mensonge ». C'est ça qui est important. Le mensonge, pour elle, c'est quelque chose de beau, de baroque. Et je savais très bien que ma mère utilisait le mot en arabe, que je peux le donner. Et ma mère, disant de ses fils, qui sont beaux comme le mensonge. Je me suis interrogé, mais qu'est-ce que c'est cette idée de mensonge? Et ça a été le début de mon article que j'ai écrit là-dessus. Et dans le bouquin qui a été fait par un anthropologue britannique qui s'appelle Michael Gilsenan, qui a travaillé dans le nord du Liban, il raconte un épisode. C'est un chauffeur de taxi qui revient le jour de l'an de Beyrouth et il y avait tous les gens dans la rue. Il raconte, il y avait des voitures, des Cadillacs, les gens étaient habillés, des robes, tout ça. Dans la rue, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il termine en disant, c'était beau, c'était comme le mensonge. C'est-à-dire que les Libanais ont toujours été, ils vivaient la vie, c'est ça qui m'a beaucoup fasciné, et c'est ça sur lequel j'ai écrit un article qui était de dire, qu'est-ce que c'est que le théâtre, qu'est-ce qu'ils ont comme idée de théâtre des passions politiques. Par exemple, ils racontent encore d'autres épisodes qui sont tout à fait intéressants. Quand il y avait les grands arrimes, les grands chefs locaux, ils ne se manifestaient en public sur une sorte d'estrade avec celui qui faisait le café, celui qui faisait la pipe à eau, celui qui était son contremaître. Et il se mettait en spectacle devant le public. Mais il se mettait en spectacle aussi face à des gens, des adversaires qui pouvaient le tuer, qui étaient juste en face, quelque part dans la montagne. On ne sait pas très bien que... Mais il prenait des risques. Et prendre des risques, ce jeu de spectacle a été toujours fascinant au Liban. Donc, je me suis dit, il fallait quand même que je parle de ça. Ça a été... Et je les voyais, on les voyait tous les jours, ce jeu où le jeu de l'apparence était primordial comme manifestation de ce qu'on sait. Et ça, ça a été une expérience que j'ai faite. Alors donc, c'était pas dans ma famille. Ma famille, ils étaient des commerçants, tranquilles, ils se mettaient de côté, mais il y avait quand même tout cet univers dans lequel j'ai vécu. Alors, mais avec toujours le danger que ça peut véritablement
ce théâtre peut basculer dans la violence. C'est ce qui s'est passé au Liban. À un moment donné, ce jeu dans lequel les gens aimaient bien, et c'était fascinant parce que les Libans étaient considérés à l'époque, on disait que c'était la Suisse du Moyen-Orient. C'est pas vrai ça. C'était pas. Donc je me suis dit, les contes, les mariages, le jeu de l'apparence et le spectacle, la passion du spectacle des Libanais, je me suis dit, bon, bah, je vais voir ce que ça va donner quand je serai en France. Alors quand je suis arrivé en France, c'est tout à fait un autre monde, c'est tout à fait un autre univers. Donc j'ai commencé à faire mes études en France, et comme je n'étais pas commerçant, donc voilà, je quittais la famille, c'était le grand désespoir de la famille. Enfin, c'est quoi ça? Le commerce, c'était ça qu'on voulait. Bon. Mais j'avais perdu très tôt mon père quand j'avais 7 ans, donc il n'y avait personne d'autorité pour m'empêcher de faire mes études. Donc je suis venu et j'ai commencé à faire de la sociologie, une licence de socio, mais il n'y avait pas d'ethno. Et donc j'ai commencé, et puis en même temps que je faisais ça, je faisais des enquêtes d'opinion, je gagnais comme ça pour avoir. Mais je trouvais que c'était pas, la sociologie n'était pas ce qui me passionnait le plus, d'autant plus qu'on avait un professeur on avait été difficile à suivre, c'était Georges Jugulovic. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Donc c'était difficile à suivre. Donc. Et puis un des certificats que j'ai fait, c'était au Musée de l'Homme, c'était le certificat d'ethno. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je vais faire. J'ai envie de faire ça parce que je suis curieux de voir les gens. Quand j'avais été dans la montagne, c'était ça qui m'avait intéressé. C'était des gens qui n'étaient pas comme moi, comme un citadin, etc. Donc c'était des gens que j'avais vus, avec qui j'avais échangé. Et donc je me disais, ce genre de choses, ça m'intéresse. Sauf que, ben oui, mais pour ça, il fallait trouver. Alors, quand je suis venu en France, il y a eu une interruption, après avoir fait la licence, j'ai eu une interruption à cause d'une maladie pendant une année, et je suis revenu, et là j'ai découvert qu'à l'école des hautes études en sciences sociales, il y avait une formation DEA spéciale, 2 ans, qui était faite pour former des jeunes chercheurs. Et cette formation se faisait donc à l'école avec une série de profs, dont Louis Dumont. Et Louis Dumont nous a fait travailler pendant plusieurs mois sur la parenté. Qu'est-ce que c'est que la parenté? Et il a écrit un livre d'ailleurs à partir de ça, qui s'appelle Introduction à des théories d'anthropologie sociale, qui est un livre absolument superbe sur la théorie de la filiation, la théorie de l'alliance dans la parenté. Et il nous faisait faire des exercices. Pendant 1 an, on n'a fait que de la parenté. D'ailleurs, ma femme peut être témoin puisqu'elle était aussi. C'est là que j'ai rencontré. Et on était ensemble. L'année d'après, on a pris la politique. Il y avait Godelier, il y avait Julian Pitt-Rivers, et on a même eu des cours. Et ça a été quelque chose d'important. Ça nous a formés. Donc au bout de 2 ans, on s'est dit, bon, maintenant on a un DEA, il fallait trouver un moyen pour aller faire du terrain. Et je ne savais pas où je voulais aller. Je ne voulais pas aller au Liban parce que c'était compliqué. Je ne me sentais pas capable de prendre la distance nécessaire que je voulais. Donc, et j'ai appris qu'en Angleterre, Ernest Gellner, je ne sais pas si vous connaissez, Ernest Gellner cherchait à recruter 2 personnes pour aller travailler au Maroc. Alors j'ai posé ma candidature, mais en fait c'était une bourse américaine. Mais Gellner était celui qui s'occupait de le recrutement. Donc j'ai été là-bas, j'ai été recruté avec un collègue anglais pour aller dans le Rif, avec cette idée qu'on devait faire une hypothèse qui était de savoir que dans cette région, on devait aller dans le Rif oriental, il allait y avoir un barrage et une plaine qui était occupée par une des tribus et une autre plaine qui était occupée par une autre tribu, allait être totalement transformée avec l'irrigation. Et qu'on allait passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale. C'était l'hypothèse. Et il fallait savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire de ce surplus. C'était ça l'hypothèse. Bon.
Et donc, nous, on devait aller tester cette hypothèse. Donc, l'anglais il devait travailler dans une tribu arabe, et moi dans une tribu berbère. Ils n'ont pas voulu que j'aille chez les Arabes, parce que comme je parlais arabe, je ne parlais pas le dialecte marocain, mais je pouvais l'apprendre facilement. La grammaire est la même, il n'y avait qu'à faire des petites transformations. Donc, on m'a mis chez les berbères, dans une tribu du Rif oriental qui s'appelle les Icaraïennes. C'est là que j'ai abouti, c'est là que j'ai commencé mon travail. Donc j'ai été là-bas, et donc, mon collègue a été chez une tribu qui était juste à côté, qui est aussi les Ouladstout, qui était juste à côté, pas très loin. Donc on a commencé comme ça. Et alors, je me suis aperçu, j'ai été me renseigner pour savoir comment ils allaient faire, qu'est-ce que c'est que l'agriculture. Je me suis aperçu très tôt qu'il y avait quelque chose qui était vicié dans mon hypothèse. C'est que les Rifins, ces Rifains avec qui je devais travailler, avaient une habitude de migration. Au début du 19e siècle, pas début, au milieu du 19e siècle, à partir du milieu, ils émigraient régulièrement en Algérie où ils travaillaient dans des fermes françaises, de manière saisonnière. Hein. Et puis ils revenaient, ils gagnaient. Et depuis l'indépendance, et depuis que pendant la guerre d'Algérie, ils ne pouvaient plus y aller, et donc ils ont reconverti pour aller migrer, travailler à l'extérieur en Europe. Donc, c'était ça leur principale ressource. La terre, c'est pas ça. Donc, il y avait des personnes qui restaient, qui s'occupaient des terres, mais l'essentiel pour eux, c'était pas ça. Et alors, donc, je me demandais comment je vais faire. Qu'est-ce que c'est que je vais faire de cette hypothèse? Et puis, j'étais avec quelqu'un qui travaillait, qui était un des Rifins, qui travaillait auprès du ministère de l'Agriculture dans la région pour les problèmes d'irrigation, de remembrement des terres, etc. Et les villageois disaient « Ouh là là, pourquoi ils viennent nous embêter? Le gouvernement va nous embêter avec toute cette histoire. » Et puis lui-même il m'a dit, il commençait à se fatiguer de me raconter des histoires là-dessus. Il m'a dit « Écoutez, je vais vous raconter une histoire. » Et je lui dis, c'est quoi? Il dit, pour nous, Rifins, la terre, c'est ce qui est important. Quand on a la terre, on est. Ce n'est pas parce qu'elle nous rapporte, ce n'est pas vrai. Mais quelqu'un qui arrive, il n'a pas de terre. Et il demande à vivre avec la terre. Chez quelqu'un qui a la terre et qui peut Et il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, voilà, mon grand-père était un type très important. Et un type arrive avec sa famille et lui dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me loger chez vous, dans votre territoire, mais je suis faible, je ne peux pas vous aider, je ne vous serai d'aucune aide, mais je ne serai pas contre vous. Et il me dit, mon grand-père, il dit, tout à fait, vous attendez que je termine mes affaires, je vous emmène. Et il l'a amené au cimetière. Il me dit, c'est là que sont les gens qui ne sont ni avec moi, ni contre moi. C'était ça qui était. Et alors, je me disais, voilà, quelqu'un qui commence à me compter. Et puis après, je me suis dit, mais c'est quoi ces histoires? Pourquoi on me raconte? Pourquoi il me dit ça? Et il m'a fait connaître d'autres. Et puis il y avait des jeunes avec moi, que j'avais connus dans le RIF, qui étaient, au bout de quelques mois, parce que j'ai eu au début très difficile, hein, comme vous savez, on m'a pris pour un espion du français, un espion du gouvernement. Puis on m'a joué des tours, je passe là-dessus, ce n'est pas très important, et avec des jeunes, on s'est dit, quand tu as écouté ce genre d'histoire, ils m'ont dit, il y a des gens qui savent raconter, on va aller les chercher. Et donc, on a été chercher des gens qui savaient raconter. Et là, mon désir de trouver des conteurs, c'était ça que je le faisais intuitivement. Alors que il y avait des choses que je n'arrivais pas. Je me disais, moi je cherche des règles. On m'avait dit, je cherchais des règles. Quelles sont les règles et comment les gens se comportent après. Et ce n'était pas ça qu'ils voulaient. Et alors j'ai connu plusieurs vieux qui ont dit, venez, on va vous raconter, c'est notre histoire à nous. Et c'est ainsi que pendant à peu près les 3/4 de mon séjour, j'ai été et j'ai récolté à peu près une centaine de récits. Des récits divers, où il y a des vendettas, où il y a des crimes, etc., où l'honneur.
parler de l'honneur tel qu'il le concevait. Et c'est comme ça que et c'est là qu'ils m'ont appris qu'en fait, là était quelque chose d'essentiel de ce que je devais apprendre. Et pas seulement moi, puisque les jeunes aussi qui étaient avec moi ont simplement découvert aussi. Et ils s'adressaient à moi, non pas un ethnologue. Bah, ils ne savaient pas ce que c'est un ethnologue, les vieux. Ils s'adressaient à moi en disant, bah, si vous voulez savoir quelque chose, vous êtes comme un jeune chez nous, là, qui ne connaissent rien, bah, avec eux, et ben, je veux vous apprendre. On va vous apprendre ce que nous, on était. Et ça, c'est des récits très diversifiés que j'ai racontés, ne sachant pas très bien quoi en faire. Hein. Pas beaucoup. Pas beaucoup de... Donc j'ai appris avec ces vieux, et eux, ils s'adressaient à nous, et les jeunes m'ont dit, bah, on ne savait pas ça. On ne savait pas qu'on avait une histoire, parce que c'était des histoires anciennes. Hein, c'était des histoires anciennes où il y avait des vendettas, des crimes d'honneur, des affrontements, etc. Tout ça, c'était... Et on voyait des gens qui apparaissaient comme un statut de grand, etc. Enfin, tout ça, ça apparaissait dans ces récits très diversifiés. Donc j'avais tous ces effets. Ça, c'était une chose. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'était les cérémonies de mariage. Et j'étais invité alors, régulièrement aux cérémonies de mariage. Et dans les cérémonies de mariage, quelque chose qui m'avait frappé à l'époque, mais que je n'avais pas compris, hein, c'était que c'était pas les hommes d'honneur qui étaient à l'avant, c'était les jeunes. C'était les jeunes qui occupaient le terrain. C'était les jeunes qui conduisaient les rituels, et ils faisaient des rites parodiques, etc. Et donc, j'avais vu des choses absolument... C'était l'inverse, parce que dans le temps ordinaire, ils ne prenaient pas la parole devant les parents. Tandis que là, c'était l'inverse. Et donc, alors là, j'ai pris, donc ça m'a intéressé, donc j'ai récolté toutes ces données en même temps que j'essayais de voir quel était le système foncier, quelles étaient les règles. Alors, pour les règles de mariage, c'était... Je posais des questions idiotes sur les règles de mariage. Je disais, est-ce que vous préférez vous marier avec une cousine parallèle? Enfin, oui, parce qu'on est éduqué avec elle, elle est très bien. Oui, tout à fait. On sait qui elle est voilà, elle est avec nous. Bon, donc vous préférez? Oui. 2 semaines après, le même type avec qui je reposais, moi j'avais oublié, je reposais. Ah non, c'est catastrophe. Parce que quand vous avez une fille qui est proche de vous, bah, s'il y a une dispute entre vous, elle va voir ses parents. Elle va vous demander. Une fille qui n'est pas de chez vous, qui n'est pas votre parent, bah, écoutez, c'est très bien. Parce qu'elle ne va pas aller là-bas. Pour aller là-bas, c'est la croix et la bannière. Donc, on va régler ça entre nous. Donc, ne vous mariez pas. Et en fait, je me disais, mais pourquoi il me dit 2 choses? Mais parce qu'il pensait à des cas particuliers. Lui, moi, je posais les termes généraux, et lui il disait pour me faire plaisir, il pensait en des termes c'était pas. Et tout ça, j'ai abandonné. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, ce qui était intéressant pour eux, c'était de me raconter des choses concrètes et que je vois un peu un certain nombre de choses. Et c'est ça c'est ce dans de données que j'ai pris, avec toutes les histoires, bon aussi il y avait toute l'histoire de la colonisation espagnole, etc. Tout ça, c'était avec des récits, c'était pas avec des observations, je ne pouvais pas observer puisque c'était du passé aussi. Donc je suis venu avec ça et je me suis dit, bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là que ça a été le travail d'élaboration et c'est ça que j'ai fait pendant plusieurs années, parce que ça a pris des années comme j'étais. Alors après ça, revenant du terrain, j'ai obtenu d'aller aux États-Unis de ce monsieur qui m'avait donné la bourse, mais je lui ai expliqué, enfin bon, je ne sais pas s'il a compris, que son hypothèse n'avait pas de... J'avais abandonné, mais bon, je n'ai pas parlé. Donc pendant 3 ans, j'enseignais, je faisais mes classes, j'apprenais beaucoup en enseignant. Et puis quand on est revenu, mais j'ai commencé aussi à travailler. Hein, et c'est en revenant qu'avec ma femme, on s'est dit, ben, il va falloir organiser tous ces comptes-là, parce que c'est pas simple. Et donc, c'est là que j'ai fait tout le travail de faire parler les récits les uns par rapport aux autres, de les classer de manière que ça les rend, ça permet de comprendre quelque chose de cette société. Alors, si vous voulez, on pourra en parler après.